Euh, bonjour à tous, je m'appelle Isabelle Guénard-Malocène et je vous accueille et je vous souhaite la bienvenue à ce débat plus d'argent pour plus d'impact. Qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui, un samedi, dans ce lieu superbe mais aussi très symbolique pour ce Parlement des entrepreneurs d'avenir, pour cette université de la Terre, dans ce lieu donc très beau de l'UNESCO, dont je rappelle que la mission est notamment de favoriser la compréhension mutuelle et le respect de notre planète. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont assisté à des débats hier. Les tables rondes ont été utiles puisque la compréhension mutuelle, il me semble, n'est pas naturelle. Donc c'est intéressant de pouvoir aujourd'hui avec vous et avec nos intervenants l'occasion de s'écouter et de se comprendre et de débattre sur ce sujet assez controversé certainement qui est l'argent. Ce qui nous réunit ici, donc je l'ai dit, ce sont les entrepreneurs d'avenir. Ce mouvement qui a été lancé par Jacques Ubrecht en 2009. Donc 2009, c'est la crise financière. C'est un moment où, au-delà évidemment des conséquences économiques de cette crise, il a réalisé, comme d'autres dirigeants, comme d'autres entrepreneurs, que quelque chose n'allait pas, peut-être qu'au-delà des problèmes économiques systémiques, le rôle de l'argent n'était peut-être pas le bon, ou que la finance n'avait peut-être pas la bonne place dans notre économie et dans notre société. Et en 2019, donc après le premier Parlement des entrepreneurs d'avenir, qui a eu lieu en 2018, et c'était la première édition, nous en sommes à la 10e aujourd'hui, ce réseau des entrepreneurs signait un manifeste appelant à la finance, à une finance de progrès social et environnemental, et lançait une grande réflexion collective justement sur le rôle de cette finance, pour que les acteurs puissent se réconcilier peut-être, ces entrepreneurs, ces dirigeants qui se posaient ces questions, mais aussi pour comprendre, essayer de trouver des solutions pour concilier les objectifs du système financier et les enjeux sociétaux majeurs auxquels nous devons faire face. Et parmi ces réflexions, ces solutions, a émergé la réponse de l'investissement à impact, dont on va parler en détail aujourd'hui. Avant de commencer avec nos intervenants, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène Guillaume Canu, qui va vous restituer les travaux de cette réflexion collective de la Fabrique de la Finance et de cette journée qui a eu lieu très riche le 13 octobre de l'année dernière. Guillaume. Alors bonjour à tous, je suis Guillaume Canu, donc je suis associé au sein du cabinet CMI Stratégie. Certains d'entre vous connaissent peut-être ce nom pour ses activités de conseil auprès des fonds en private equity, mais également en tant que spécialiste des politiques publiques. Et moi, j'interviens plus spécifiquement sur les questions de transition. Alors, merci Isabelle pour cette introduction. Je vais avoir le plaisir de vous restituer en quelques mots cette journée qui a contribué à la préparation de cette table ronde, plus d'argent pour plus d'impact. Isabelle l'a rappelé, nous avons conscient des enjeux et du rôle essentiel de la finance. Le réseau des entrepreneurs d'avenir signé en 2019 un manifeste appelant à une finance de progrès social et environnemental. Avec cet appel naissait également le cycle de discussion de la Fabrique de la Finance, lieu d'échange qui réunit les acteurs de la finance avec des entrepreneurs autour de cette idée forte. À la suite de la publication de 2 rapports intitulés « Doter la France d'une culture commune de l'investissement » et « Investir à transformer durablement » qui ont été remis fin 2020 au ministère de l'économie, des finances et de la relance, Jacques Ubrecht a proposé à Sandra Bernard-Collinet, la rédactrice des 2 documents, l'organisation de cette Fabrique de la Finance 2021.
ouverte par Michel Barnier, alors négociateur en chef du Brexit, ancien ministre de l'Environnement, ancien commissaire européen au marché intérieur et aux services financiers. La journée a réuni le 13 octobre 2021 plus de 150 participants de tous horizons. Porteurs de projets à impact, experts, acteurs de la finance, bien sûr, fonds d'investissement à impact, représentants de la sphère publique, pour une réflexion intitulée « La finance à impact, agissons ensemble dès maintenant pour contribuer durablement au progrès économique et social et écologique ». Et pour cette journée, dans l'esprit qui caractérise le réseau des entrepreneurs d'avenir, que l'on retrouve également, tu l'as rappelé Isabelle, dans ce lieu hautement symbolique qu'est l'UNESCO, nous avons voulu jouer le jeu de l'écoute, de la compréhension mutuelle, casser les silos, comme l'on dit, entre acteurs qui, traditionnellement, n'ont pas l'habitude de dialoguer ensemble, qui sont issus de mondes très différents et pour lesquels un même mot n'a pas toujours la même signification, à commencer par celui d'impact, et je pense que ce sera un des débats qui va probablement être abordé tout à l'heure. Avec Carole Génolac, Nathalie Adenis, qui ont animé cette journée, on a mobilisé des techniques d'animation collective pour proposer un format, un cadre de travail à la fois différent et complémentaire des différents travaux de place qui sont travaillés aujourd'hui par ILAB, le FIR, Finance for Tomorrow. Alors, qu'avons-nous appris ce 13 octobre 2021, il y a un peu plus d'un an? Si nous avions dû retenir deux mots principaux, cela aurait été comprendre et agir. Comprendre, ces travaux ont permis de mieux comprendre les rôles des uns et des autres, qui sont ces acteurs de la finance à impact, quels sont leurs interfonctionnements, leurs interactions, et nous avons pu clarifier la chaîne de valeur de la finance à impact. Nous avons mis en exergue le rôle de chacun, les acteurs qui font, les acteurs du faire, qui sont chacun à leur place un maillon d'une chaîne qui contribue directement du financeur jusqu'au bénéficiaire à transformer durablement. Les acteurs du savoir-faire, eux, ils facilitent cette courroie de transformation et ils permettent la transmission de l'argent jusqu'à l'impact que l'on va pouvoir effectivement observer. Pour chacun de ces acteurs, nous avons identifié un intérêt à agir, mais également les freins qui persistent dans l'écosystème. Grâce à ces travaux, nous avons pu ensemble, collectivement, construire une cartographie de l'ensemble de l'écosystème de la finance à impact. Nous avons également pu travailler, et ce qui est pour nous une condition nécessaire du passage à l'action à court terme, sur des questions de vocabulaire, puisqu'on l'a dit, les interlocuteurs de cet écosystème peuvent parfois avoir des débats autour de certains mots essentiels, et donc nous avons défini une dizaine de mots essentiels à la compréhension partagée de la finance à impact. Nous avons cherché également à agir, ou tout au moins définir quels pouvaient être les plans d'action pour assurer l'essor de cet investissement à impact. L'impact vise à transformer, à obtenir des bénéfices immédiats, sociaux, économiques et environnementaux dans un monde réel. Et c'est bien tout l'enjeu de la démarche que de mesurer la réalité et l'efficacité des actions de transformation. Et ces actions de transformation permettent de répondre à des enjeux tels qu'ils sont définis également par les ODD notamment. Alors, nous nous attendions lors des ateliers à ce que les travaux se focalisent sur des questions extrêmement techniques, comme on les retrouve souvent sur les travaux de place, questions de méthodologie, de choix d'indicateurs pour évaluer, mesurer, de comparabilité. En réalité, les participants ont assez vite convergé autour de la mise en exergue de quelques pistes de solutions extrêmement concrètes pour accélérer l'essor de l'investissement impact. Je prends quelques exemples. La mise en place d'un Wikipédia de la donnée à impact, où il serait possible de retrouver toutes les données environnementales et sociales de référence pour permettre à un projet d'évaluer sa contribution ou encore à un investisseur d'en analyser la pertinence. Une plateforme de speed dating qui permettrait la mise en relation entre des porteurs de projets, des experts, des financeurs, une grille d'indicateurs qui permettrait à un dirigeant d'entreprise de piloter son entreprise dans une logique durable. Certains participants ont même proposé de faire évoluer les systèmes comptables pour intégrer des externalités positives ou négatives. Alors, certaines de ces idées mettent de côté les questions de faisabilité ou de mise en œuvre, mais elles illustrent quand même
très bien les besoins des acteurs aujourd'hui de cet investissement à impact et également les freins qu'ils peuvent rencontrer. Nous avons, dans un dernier atelier, construit ensemble un plan d'action pour développer et faciliter le développement de la finance impact, avec 4 priorités d'action: fédérer et organiser les accords de l'écosystème, mesurer et comptabiliser, en adoptant des pratiques standardisées et adaptables à chaque projet, former et informer, du particulier investisseurs aux spécialistes, réguler et inciter, et là on retrouve l'action des pouvoirs publics. Alors, je ne vais pas rentrer ici dans le détail de l'ensemble de ces actions et ce qui nous est apparu frappant en les reprenant, c'est que ces actions nécessitent pour une bonne part d'entre elles l'émergence de coopération avancée, de coalition entre acteurs. Donc, c'est en espérant contribuer au débat que nous allons vous proposer de retrouver l'ensemble de ces travaux. Alors, nous les avons restitués sur le site du réseau des entrepreneurs. Alors, je ne sais pas, il y a un code qui devrait normalement s'afficher, en tout cas avec un lien. Vous le retrouverez sur la page des actions du site des réseaux des entrepreneurs. Vous retrouverez donc des éléments de pédagogie, de cartographie, de lexique, de pistes d'action qui sont directement issus de ces travaux de la Fabrique de la Finance qui ont préparé ce débat. Alors, quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver probablement pour d'autres événements de la Fabrique de la Finance et je vais laisser Isabelle introduire le débat en lui-même avec les différents intervenants. Merci à vous. Merci beaucoup. Ça marche, oui. Alors, merci beaucoup Guillaume pour cette présentation, des réflexions un peu théoriques et on va peut-être passer maintenant à l'exposition, à la présentation des témoignages des acteurs. Donc je vais demander à venir me rejoindre sur scène Sabine voilà, Castellan-Poquet qui est directrice des investissements de la Massif du groupe AEMA. Alors, je ne sais pas, peut-être que, voilà, si vous voulez vous installer là, on va faire une fille, un garçon, une fille, un garçon. Ensuite, Pierre Abadi, qui est directeur climat chez Tikeo Capital. Si tu veux bien me rejoindre peut-être à ma droite. Eh bien, Olivier Deguerre, à ma gauche, qui est président de la société de gestion Fitrust. Et Christine Kolb, qui est cofondatrice de la société de gestion Sycomore Asset Management. Alors, j'espère... Alors, est-ce que nous pourrions avoir le lien avec Sir Ronald Cohen qui... Désolé, c'est toujours pas connecté. Ah, bon. Bon, alors j'espère, signalez-moi quand il pourra nous rejoindre, Sir Ronald Cohen, qui est donc le fondateur du Global Steering Group for Impact Investing et qui est l'ancien président de la Task Force de l'impact du G7, qui, j'espère, pourra nous rejoindre et participer au débat. Mesdames et messieurs, voilà, je suis ravie de parler d'argent. Enfin, avec vous, oui. Enfin, même de plus d'argent pour plus d'impact, bien sûr. Mais avant de vous donner la parole, je m'adresse à vous tous dans la salle, qui êtes là, je répète, quand même un samedi, qui vous êtes mobilisés. Vous avez peut-être assisté à certains des débats ce matin ou hier, et en tout cas, si vous avez lu le programme, les débats portaient sur, par exemple, prendre soin du vivant et de l'humanité, faire grandir nos enfants en lien avec la nature. Il a été question de nouvelles consciences planétaires, de bâtir des villes désirables, évidemment d'un monde bas carbone, et même de changer de vie. Or maintenant, ce matin, on va parler d'argent, donc. Alors peut-être que le sujet vous semblera moins inspirant, sauf bien sûr, si on questionne l'argent comme levier pour répondre à ces questions et à ces sujets. L'argent au service d'un impact social et environnemental positif. Donc,
impact, c'est le mot à la mode. Je ne sais pas si c'est ce que vous percevez. En tout cas, moi, c'est ce que je vis et ce que j'entends dans les milieux financiers que je fréquente. Tellement entendu, hein, y compris, vous n'avez pu y échapper dans les différentes communications des grands réseaux bancaires ou organismes financiers, hein, qui depuis quelques années, 2 ans, 3 ans, parlent d'impact positif. Pourquoi? Est-ce qu'elles ont changé, ces institutions financières? Certainement, hein, puisque le monde financier, lui aussi, vit l'heure des grandes transitions, il n'y échappe pas. Ces transitions, elles sont clairement subies par certains de ces acteurs financiers. Mais ces transitions, elles sont aussi recherchées, provoquées, inventées, accompagnées par d'autres financiers. Et c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup de chance, et on a de la chance aujourd'hui d'accueillir ces financiers qui, il me semble, ne subissent pas les transitions, mais ont été acteurs et sont acteurs et jouent un rôle déterminant dans l'évolution du système, pour que l'argent n'ait pas plus d'impact. Ça, on le sait, il en a beaucoup, tout le monde est au courant, mais qu'il ait un impact réellement et concrètement positif. Voilà, une utilité sociale, une utilité environnementale, un rôle sociétal, pour que l'argent permette, comme on le disait au début, de prendre soin du vivant, reforester la terre, bâtir des villes désirables, décarboner l'économie. Bref, tous les thèmes qui ont été abordés et continueront d'être abordés cet après-midi ici. Alors, quand on a préparé la table ronde, on s'est mis d'accord pour que ce ne soit pas aujourd'hui la énième conférence sur la finance durable, la finance verte, comment aujourd'hui les banques, les assurances, les sociétés de gestion intègrent les critères extra-financiers, les fameux critères ESG, voilà, E comme environnement, S comme social et G comme gouvernance. Comment ces financiers, dans leurs décisions d'allocation d'actifs, dans leurs décisions d'investissement, vont prendre en compte autre chose que la recherche de rendement ou la recherche de moindres risques, vont prendre en compte ces critères, puisque évidemment ils le font aujourd'hui. Si on parle de finance durable dans son ensemble, moi j'ai lu que 35 000 milliards de dollars au total avaient été investis par cette finance dite durable ou responsable. Bon, ça m'a semblé quand même énorme. Et même si pour encore évoquer quelques chiffres, on se contente, entre guillemets, de citer les encours investis sur des fonds dits durables, donc des fonds qui sont commercialisés auprès des investisseurs particuliers et institutionnels dans le monde, on serait, selon Morningstar, à 2200 milliards de dollars. C'est 54% des encours de tous les fonds qui sont commercialisés dans le monde. C'est plus de la moitié. Donc la question serait, mais est-ce que la finance a basculé du bon côté de la force ? Voilà, on connaît tous la réponse, hein, pas vraiment, pas assez bien. Bien sûr que ces milliards de dollars et ces millions de milliards de dollars ou milliers de milliards de dollars ont contribué à la résolution en tout cas à l'amorce de la résolution des grands défis. Bien sûr que ces financeurs ont contribué à la baisse des émissions de CO2, à la lutte contre les exclusions, à la préservation du capital naturel, mais bien évidemment, on l'a vu, on l'a entendu, on l'entend, c'est insuffisant. Alors que faire ? Voilà, on ne va pas apporter la réponse aujourd'hui, mais la notion des fonds d'investissement à impact peut éclairer cette question. Alors, sans faire un cours sur qu'est-ce que sont les fonds d'investissement à impact par rapport à la finance durable, ce qu'on peut dire quand même, c'est que ce sont des instruments financiers, des fonds en tout cas, ou d'autres types d'instruments donc, qui vont pas se contenter
de sélectionner des entreprises qui ont de moins mauvaises pratiques ESG, mais c'est des fonds qui vont sélectionner dans le monde des entreprises cotées et dans le monde des entreprises non cotées, des structures qui ont pour objectif de résoudre un impact sociétal. C'est inscrit dans leur business model. Alors pour finir sur les chiffres, et pour peut-être les mettre et les comparer avec les 35 000 milliards de dollars de finances durables que je vous ai évoqués au début, en France, on est peut-être autour de 6 milliards d'euros. Voilà, investis sur des fonds de développement durable. Donc on se rend bien compte que la question peut se poser, mais faut-il plus d'argent ? Voilà. Et que si plus d'argent sont collectés par ces investissements à impact, est-ce qu'il y aura donc plus d'impact positif sur la société ? Voilà, quels défis doivent cibler ces fonds ? Comment ? Bref, autant de questions auxquelles nos intervenants vont débattre aujourd'hui. Et bien entendu, à la fin de ce débat, de cette table ronde, nous vous laisserons la parole pour poser vos questions. Alors, donc pour commencer, je vais vous poser une question peut-être un peu personnelle. Je ne vais pas vous présenter, mais voilà, vos parcours sont assez impressionnants. Je vais vous poser à tous la première question. Pourquoi vous êtes ici ? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'essayer de répondre à la question plus d'argent pour plus d'impact, ou plus généralement, pourquoi vous êtes ici, vous dont les parcours financiers sont tout à fait remarquables ? Qu'est-ce qui vous rend peut-être différent et qu'est-ce qui vous anime ? Voilà, en quelques minutes, si vous voulez indiquer votre parcours et pourquoi vous êtes là. Alors, je ne sais pas qui souhaite commencer, peut-être Sabine ? Bonjour à tous, oui, vous m'entendez ? D'abord, je suis très très ravie d'être avec vous ce matin, enfin ce midi même. Alors, les sujets de finances durables, c'est des sujets qui m'intéressent depuis plus de 20 ans. Donc j'ai eu très très tôt une appétence pour ces sujets. C'est aussi pour moi donner du sens à mon métier, et c'est important d'un point de vue personnel. Et enfin, j'ai la chance de travailler dans une mutuelle d'assurance, donc où cela, je dirais, est presque naturel, puisqu'on a des valeurs fortes. Je passe de l'autre côté. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas, c'est marqué que je m'appelle Laetitia Van de Waal. Je ne sais pas qui est Laetitia. Mais moi, je suis Christine Kolb, donc cofondatrice de Sycomore Asset Management. Et mon voisin s'appelle bien Olivier Deguerre et non pas Didier Roche, mais c'est juste pour un petit clin d'œil. Donc la raison pour laquelle, en tout cas, moi je suis là aujourd'hui et ravie d'être là devant vous, j'ai cofondé Sycomore il y a un peu plus de 20 ans. Donc Sycomore, c'est une société de gestion qui est spécialisée dans l'investissement sur les entreprises cotées. Et très clairement, quand on a créé cette entreprise avec mes associés, on n'avait pas la mission on ne s'était pas dit on va sauver la planète en créant Sycomore. En revanche, depuis lors, donc c'est depuis 20 ans, au fur et à mesure du temps, on a eu chacun, en tout cas moi, j'ai eu une double prise de conscience. La première, c'est qu'en tant que dirigeant d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, on a une responsabilité. Et on peut faire de son entreprise une entreprise au service du bien commun qui a un impact positif sur la société, sur l'environnement. Donc, c'est en cela où, au fur et à mesure, on a formalisé notre mission. On est devenu entreprise à mission aujourd'hui, labellisée Bicorp. Et donc ça, c'est une responsabilité en tant que chef d'entreprise. La seconde prise de conscience, c'est finalement à travers notre métier d'investisseur, on a une responsabilité aussi on peut être un acteur, une force de progrès, un acteur du changement pour avoir effectivement une trajectoire de notre société qui soit positive et avoir des leviers opérationnels, que ce soit sur des sujets sociaux ou environnementaux. Donc oui, aujourd'hui, j'ai l'intime conviction que la finance est un levier puissant de transformation de notre économie
Et quand on regarde tu as cité, Isabelle, des montants investis. Quand on regarde l'épargne totale, on est sur 180 000 milliards d'épargne. Et aujourd'hui, avec une population d'épargnants qui est de plus en plus convaincue qu'à travers leur épargne, ils peuvent avoir un impact positif sur la société et l'environnement. Donc oui, nous devons, et nous pouvons et nous devons être un levier de transformation. Merci beaucoup. Pierre, pourquoi tu es ici ? Je pense, comme nous tous, je suis ici par hasard. En fait, la vie, c'est un chemin. Donc, quand j'ai commencé à travailler, c'était en 2000. Je ne pense pas qu'on parlait trop de climat à l'époque, en réalité. Il y avait les scientifiques du GIEC qui avaient fait leur premier rapport à partir des années 90, mais ce n'était pas tellement médiatisé. Donc, quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur, en fait, c'est difficile de rétropédaler en disant qu'en fait, on était volontaire pour faire du climat depuis, en fait, une vingtaine d'années. Donc moi je suis ingénieur de formation, j'ai donc commencé à travailler en tant qu'ingénieur dans une société qui s'appelle Total, maintenant Total Énergie, et je me suis retrouvé encore une fois par hasard ou par chance à partir des années 2005-2006 à commencer à investir dans les premières vagues de renouvelables pour des raisons qui sont complètement différentes de celles qui sont expliquées aujourd'hui. À l'époque, c'est tout simplement parce que il y avait la vision du peak oil, chose que les gens ont peut-être oublié pendant un moment, et donc la vision du groupe Total, c'est-à-dire que vu qu'il y a le peak oil qui arrive, il faut fournir une énergie alternative, et cette énergie, c'est de l'électricité. Donc on va commencer à investir dans le renouvelable. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à investir dans le renouvelable, et puis ces choses se sont accélérées. Et puis après, effectivement, il y a eu le sujet climatique qui est commencé à apparaître, qui a commencé à être vocal. Étant malheureusement un ingénieur, en fait, je crois en la science. Donc en fait, quand on se tourne dedans, on se rend compte qu'effectivement, on a un petit problème, et je me retrouve sur un bateau qui me semble pas pivoter à la bonne vitesse. Et je comprends à ce moment-là que c'est pas le bateau qui peut pivoter, mais c'est finalement comment on transforme les usages des gens, parce qu'en réalité, un groupe énergéticien ne répond qu'à la demande énergétique, et malheureusement encore aujourd'hui, la demande énergétique, c'est encore 70 à 80% de fossiles. Donc effectivement, les investissements à mettre en œuvre, ils sont énormes, mais ils ne sont pas réellement dans l'arrêt du fossile. Pour arrêter le fossile, il suffit juste de l'arrêter, mais dans comment on transforme la façon dont nous, on consomme de l'énergie pour continuer à avoir une économie qui est fonctionnelle, en fait, pour le faire. Et donc, encore une fois, par hasard et par chance, j'ai eu la chance de rencontrer Tikeo en fait en 2018 avec l'idée de lancer un fonds de décarbonation qui allait se focaliser en fait sur ce changement. Et donc après, j'ai rencontré des gens comme Sabine et plein d'autres personnes qui ont investi dans ce fonds qui aujourd'hui fait un peu plus de 1,4 milliard. Alors moi, encore une fois, je reste un esprit simple, donc la finance et tous ces mécanismes, c'est compliqué. Mon travail principal, c'est de collecter de l'épargne mondiale, on en a parlé, c'est des montants qui sont faramineux, et après, moi, je l'investis directement en fonds propres dans des PME et des ETI. Donc, on va en parler par la suite. Donc c'est des choses qui sont assez simples en fait en réalité. Et ces entreprises, qu'est-ce qu'elles font? Ce qu'on disait, elles décarbonent. Donc en fait, c'est de la rénovation thermique du bâtiment, c'est de l'électrification des usages, etc. Et donc ça m'amène en fait aujourd'hui ici pour en parler. Et puis ça a une continuité effectivement, parce qu'une fois qu'on commence à faire ça, là, on ne parle que de la minimisation d'un impact ou d'une externalité négative. C'est-à-dire que notre société, en fait, elle est en train de se développer au détriment de la biosphère. On crée des ressources naturelles et le résultat de tout ça, c'est altérer la biosphère. Il ne faut pas trop dépasser les limites planétaires, sinon on va avoir un problème. Et après, la vraie question de l'impact, c'est comment on arrive en réalité à régénérer et à avoir un impact positif. Ce qui nous a amené ensuite à réfléchir à qu'est-ce qu'on pouvait faire en fait sur ce sujet-là et au lancement d'un fonds qui est celui-là dédié à l'agriculture régénératrice. Donc, on a compris pourquoi tu étais là. Et tu vas nous en parler beaucoup plus précisément, puisque l'objet sera non pas de théoriser sur qu'est-ce qu'un investissement à impact, mais parler de solutions, parler de difficultés et parler de réponses aux difficultés. Olivier, je te passe la parole, même si on se connaît bien, et je pourrais dire pourquoi tu es là. Mais je te laisse expliquer pourquoi tu as tes activités dans FitTrust, notamment. Merci de me permettre d'être là. Après 20 ans de finance de marché, en 2002, c'est la rencontre avec Denis Branche, d'ailleurs, qui est associé ici chez FitTrust, de se dire, en tant qu'actionnaire de société cotée, nous avons une responsabilité. Que notre argent, à quoi il sert? Donc, la question que je peux vous poser à tous, c'est si vous avez de l'argent, vous allez voir votre banquier ou votre gestionnaire d'actifs, quelle est la première question que nous posons tous? C'est quel est le rendement? On ne se pose pas la question, est-ce que vous avez, ou on ne se posait pas à l'époque, on se pose peut-être plus maintenant, si ce n'est quelques militants, à quoi est-ce que votre argent est investi dans une entreprise est-ce que mon argent est investi dans une entreprise qui vraiment répond à un besoin, je ne sais pas quoi, de la santé, etc. Et donc c'est vraiment cette question-là qu'on s'est posée,
Et c'est pour ça qu'on a créé progressivement deux logiques d'investissement qui est très différente de ce qu'on faisait avant. La première, c'est d'être investi dans des grandes entreprises cotées depuis 2003, du CAC 40, et de faire de l'engagement actionnarial. Tous les ans, on va en reparler, mais auprès de ces dirigeants, pour qu'ils changent leurs pratiques. Et puis, depuis 2006, le financement de petites entreprises sociales pour les faire grandir. Et pourquoi je suis là, c'est qu'on s'est rendu compte depuis 20 ans que c'est incroyable ce que l'argent, et quand on va voir les dirigeants, quand on remet le sujet en haut de la table, quand on accompagne les petites entreprises, l'impact que ça a. Et on en parlait tout à l'heure, et c'est vraiment pour là que je suis là, c'est pour faire passer des messages. L'argent peut être utile. Et si vous demandez à votre gérant d'actifs, à votre banquier, je veux aller pour ça, il sera obligé de le faire, et vous pourrez voir après que l'argent peut être utile. C'est pour ça que je suis là. Merci beaucoup. Alors, on a déjà abordé quelques sujets qu'on va détailler par la suite. On a parlé d'engagement actionnarial, on a parlé de banquiers qui proposent des produits. Mais avant de creuser ces sujets, quand on a préparé la table ronde, je vais te repasser la parole, Pierre. Comment tu chiffres ces besoins de transition énergétique? Et tu as parlé des trois domaines, et je trouvais intéressant. Et avant de te laisser continuer, je rebondis sur quelque chose, Olivier, que tu as dit. J'ai eu la chance d'écouter quelques tables rondes hier et ce matin, et il est certain qu'il y a eu un appel véritablement, non seulement aux régulateurs, pour accélérer les choses, mais aussi aux financiers. Voilà. Et j'ai entendu, il y a 1 heure à peine, l'argent est là. Bon, donc ça c'est plutôt positif, pour commencer le débat. Et donc Pierre, est-ce que tu peux nous donner dans les grandes lignes quels sont les besoins, parce qu'on entend des chiffres et des zéros et de toutes parts. Donc je trouvais que tu avais une approche intéressante de résumer un peu la chose. Alors déjà, je suis pas d'accord, l'argent n'est pas là. Sinon, en fait, on aurait moins de problèmes aujourd'hui. En réalité, on a parlé à la COP, on en parle tout le temps. Il y a un gap de financement à combler. Et les chiffres que je cite, c'est pas les miens, ni c'est pas mes idées non plus. En fait, si on lit le rapport du GIEC ou bien de l'Agence internationale de l'énergie, c'est assez bien décrit maintenant en fait ce qu'il faut faire, et de manière programmatique en fait, en réalité, et systémique. Donc c'est un programme à mettre. Il n'y a pas d'idéologie en fait derrière tout ça. Sur transformer notre monde vers un monde qui est plus bas carbone. Je le rappelle, il n'y a pas d'extrémisme dedans, et c'est pas une révolution, c'est une transition, quoi. Donc, si on prend les grandes tendances, déjà, juste pour comprendre avec des chiffres physiques, aujourd'hui, on a environ 80% de base fossile dans le fonctionnement de notre économie. Arriver en fait à la neutralité carbone à horizon 2050, c'est quand même avoir 30% de base fossile dans notre économie à 2050. Entre-temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a aussi investi dans des puits de carbone perpétuels qui sont habituellement des solutions naturelles. Si on prend un milestone à 2030, parce qu'en fait en 2050, il y en a pas mal d'entre nous qui seront déjà morts, et moi-même je serai déjà très vieux. 2030, c'est en réalité dans 2500 jours, donc tout d'un coup ça nous met un petit peu dans l'action. La base d'énergie fossile dans notre économie, elle doit descendre à 50%, ce qui veut dire en réalité une réduction de nos émissions de CO2 d'environ 50% aussi. C'est ça en fait l'objectif qu'on a, ce qui veut dire qu'il faut qu'on revienne en fait au niveau d'émissions de CO2 des années 70. Voilà. Donc c'est ça en fait, lorsqu'on parle de neutralité carbone et d'objectifs qui est compatible avec le 1,5 degré, c'est de ça dont on entend parler. Ensuite, ces gens-là, ils l'ont transformé de la science qui dit ça, qui dit voilà, j'ai envie de limiter mes émissions de CO2, donc qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Et les 3 gros piliers en fait, en réalité, c'est avant tout de l'efficacité énergétique. Pourquoi de l'efficacité énergétique? Parce que ça veut dire que finalement, si on ne change pas du tout notre façon de consommer en réalité ou de vivre, on consomme moins d'énergie. Vu que la base d'énergie, c'est 80% du fossile, mécaniquement, quand on consomme moins d'énergie pour le même usage, en fait, en réalité, on est en train de baisser les émissions de CO2. Ça, c'est le plus gros levier, en fait, on l'oublie complètement. Le plus gros levier de la transition énergétique, notamment en Europe, enfin partout dans le monde, mais notamment en Europe et aux États-Unis, c'est la rénovation thermique du bâtiment, quoi. C'est ça le sujet, donc c'est sûr que c'est moins sexy que l'hydrogène vert ou les batteries qui vont nous sauver, etc., ou que des licornes en fait qui vont arriver avec une solution fantastique, mais en fait on parle d'efficacité énergétique avant tout, et l'efficacité énergétique c'est la rénovation thermique du bâtiment. Ensuite il y a l'électrification du consommateur final. Pourquoi l'électrification du consommateur final? 2 raisons. 1, l'électrique déjà c'est en réalité plus efficace par construction, encore une fois c'est
c'est de la physique. Quand je prends en fait une pompe à chaleur, ça a 400% de rendement. Quand je prends une chaudière à gaz, en fait, même de dernière génération, c'est 80% de rendement. Si je prends un moteur électrique dans une voiture électrique, en fait, il transmet 90% de l'énergie en fait, qu'il a reçue en mouvement, alors qu'un moteur thermique, malheureusement, s'en perd 70%. Donc en fait, on comprend déjà ici que lorsqu'on passe à l'électrique, on est en train quand même de réduire la demande première. Et ensuite, l'électrique, en réalité, on peut y répondre par des sources bas carbone. Donc, ça s'appelle le renouvelable et le nucléaire. Donc, en fait, les 3 gros piliers, en fait, qui sont tout le temps décrits par l'Agence internationale de l'énergie et par le GIEC d'action, donc ça, c'est le rapport 3 du GIEC, ils nous disent efficacité énergétique et électrification des end-use. Si vous faites ça, vous allez avoir une demande d'électricité qui augmente et une demande d'énergie, en fait, qui reste à peu près stable. Et c'est ça qui fait le pivot, en fait, du fossile, parce qu'on répond à cette demande incrémentale d'électricité avec du renouvelable. Maintenant, une fois qu'on a le plan, entre guillemets, d'ingénieur, alors d'abord il y a un plan scientifique, je réduis mes émissions de CO2, ensuite j'ai un plan d'ingénieur, comment je le mets en œuvre, ensuite le financier il arrive, combien il faut investir pour faire tout ça. En fait, on le sait à peu près, c'est entre 4 000 milliards et 6 000 milliards par an, entre les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie et du GIEC. Aujourd'hui, on est dans un monde qui investit sensiblement 1 500 milliards par an dans toute cette chaîne, majoritairement dans du renouvelable, et puis un peu dans la transformation de la façon dont on consomme de l'énergie et assez peu dans notre grille électrique. Il faut multiplier peut-être au moins par 10 les investissements qu'on fait en fait dans la transformation de notre consommation d'énergie, multiplier par 10 les investissements nécessaires dans la grille électrique aussi, parce qu'il va y avoir une demande électrique qui va augmenter de 60%, et mécaniquement ça augmente en réalité par 2 ou par 3 le renouvelable. Donc c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas assez d'argent, parce que tout simplement entre le plan qui est à mettre en œuvre, qui est très bien défini, où il n'y a pas du tout d'idéologie dedans, il faut le mettre en œuvre, et ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est 1 500 milliards contre 6 000 milliards. Donc il faut faire au moins x5, et là je parle tous les ans. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu perpétuel. Pourquoi on est déjà en transition énergétique? Parce que si je prends les investissements dans le fossile aujourd'hui, c'est entre 500 et 600 milliards. Donc on est déjà en train d'investir 3 fois plus en fait, dans notre transition que dans le fossile. Si le plan se passe bien, normalement, on investit de plus en plus dans cette transition, de moins en moins dans le fossile, et on arrive à cet équilibre en fait, à horizon 2030, où il y a encore 30% de fossiles et des puits de carbone perpétuels qui sont ici. Donc les grands ordres de grandeur, ils sont là. Ce que je viens de vous dire, c'est aussi un peu inflationniste quand même, en réalité. Parce que dans une économie mondiale qui reste à peu près la même, et aujourd'hui, comme on est plutôt en train d'enlever des zéros dans le concept euro ou dollar qu'on met dans l'économie, elle a plutôt tendance à se réduire. En fait, il y avait finalement une base d'investissement qui était de 1 500 milliards d'euros ou de dollars, qui devrait passer à 5 000 milliards ou 6 000 milliards. Ça veut dire qu'entre guillemets, le coût par tête de pipe de l'accès à l'énergie, en fait, il devrait être multiplié par 2 ou par 4 à terme. Donc il va y avoir finalement certainement un repositionnement de choses ou de services qui étaient peut-être accessoires ou inutiles, qui va revenir sur des besoins fondamentaux. Et ces besoins fondamentaux, on va en parler plus tard, mais c'est finalement accès à la nourriture, à l'énergie et puis à la sécurité tout simplement. Okay. Merci. Alors, tu, en effet, as confirmé qu'il n'y avait pas assez d'argent, en tout cas qu'il n'était pas fléché au bon endroit. On comprend que tu parles de transition énergétique. Évidemment, l'impact positif, il doit l'être pour l'ensemble de la société. Et les entreprises à impact, ça inclut aussi, j'allais dire presque à l'autre bout de la chaîne, des petites entreprises dites entreprises sociales, qui pour la plupart n'ont pas accès au marché réglementé, qui font aussi partie de ce grand spectre des solutions, des projets à financer pour faciliter ces transitions. Et je vais peut-être me retourner vers Olivier. À côté de l'activité d'engagement actionnarial de la société de gestion, Fitrust a développé des activités de financement de petites entreprises sociales non cotées. Donc on n'est pas dans les mêmes montants forcément de financement. Mais au-delà des montants, est-ce que tu peux nous expliquer dans quelle mesure, en tant que financier, l'accompagnement de ces structures, parfois toutes petites, dès l'amorçage, mais aussi dans le développement, a un effet qui, même s'il semble plus réduit en termes de
de montant et de chiffre d'affaires est tout aussi essentiel et fait partie de cette grande famille voilà, des financements à impact. Oui, on a rencontré grâce à l'association Ashoka ce qui s'appelle un entrepreneur social. Un entrepreneur social, c'est quelqu'un, une équipe qui monte un projet pour répondre à un enjeu social. Et vous en avez dans le monde entier. En 2003, en Europe, personne ne savait que ça existait. Il y en avait, mais on n'avait pas réussi à les identifier. Et donc, nous avons rencontré des porteurs de projets qui avaient des projets très intéressants. Une association de réinsertion à Marseille, qui cherchait des capitaux pour se développer, mettre des méthodes et développer son projet. Une association d'insertion ou une entreprise d'insertion, vous recrutez quelqu'un, vous le formez, et 2 ans après, vous lui avez trouvé un travail. Donc c'est une gestion d'entreprise un petit peu différente d'une entreprise classique. Nous l'avons rencontré, il faisait 2,5 millions d'euros de revenus. Nous l'avons accompagné, nous l'avons structuré, nous l'avons aidé comme un investisseur en private equity venture à l'accompagner. Cette année, il va nous faire 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, il gagne de l'argent. Il a en 12 ans, 14 ans, il a remis 100 000 personnes sur le marché du travail en France. On a rencontré une association qui s'appelle Ecoder, qui est dans le nord de Paris, qui essayait de reconditionner des ordinateurs pour avoir des ordinateurs d'occasion, et qui le faisait en disant les handicapés psychiques, ils peuvent travailler, on peut les mettre sur ce travail-là. Très complexe à développer, très compliqué, parce que quand vous avez des handicapés dans une entreprise, vous ne pouvez pas, s'ils ne font pas leur boulot, les mettre à la porte. Il faut les accompagner. S'ils ne viennent pas le matin, il faut comprendre pourquoi. Il y a des assistants, des psychologues qui sont là pour les aider. On a aujourd'hui une entreprise qui nous fait 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, 200 salariés, dont 180 handicapés psychiques. Imaginez qu'une entreprise, vous avez que 180 personnes en difficulté, parce que ça ne se gère pas comme une entreprise normale. Et sur un marché qui aujourd'hui en France fait 100 millions d'euros et qui, grâce à l'État qui a décidé qu'un tiers des ordinateurs achetés par tous les pouvoirs publics, les collectivités en France à partir de janvier 2023 sont des ordinateurs recyclés, pour un tiers, le marché passe à 1 milliard. Et donc ils ont des très gros qui viennent les voir pour les aider à se développer. Donc on a en fait changé notre regard d'investisseur. On a regardé le projet, qu'est-ce qu'ils veulent faire, l'équipe. Et puis nous avons essayé de les aider à structurer le projet pour qu'il soit rentable, pérenne et qu'il se développe. Et ça nous a pris du temps. La durée de vie moyenne de nos investissements, c'est 12 ans. Donc on dit à nos investisseurs, vous n'êtes pas là pour 3 ans, c'est beaucoup plus long. Donc on est sur des logiques d'investissement, de regard, d'accompagnement, qui sont très différentes que ce que je faisais avant dans une entreprise, dans des fonds classiques, mais qui en fait, on s'aperçoit que ça marche. Donc ce qu'on veut juste dire, c'est qu'à l'autre bout de la chaîne, par rapport à tout ça, il y a un gigantesque besoin, il y a des centaines de milliers d'entreprises sociales dans le monde entier. On me dit, mais est-ce qu'il y a un marché? Je dis, oui, il y a un marché, mais on ne trouve pas de projet. Oui, parce que si vous cherchez un projet qui n'a pas de risque, où vous pouvez sortir au bout de 3 ans, et vous êtes sûr de gagner de l'argent, il n'y en a pas. Si vous cherchez un projet où vous dites, je vais les aider et puis je vais les accompagner, le monde est à vous, il y a des milliers de projets, des centaines de milliers de projets dans le monde entier. Donc c'est ça que je veux dire, il y a entre guillemets un marché, parce que malheureusement le marché des enjeux sociaux est en train d'exploser, on le voit tout au quotidien, tous autour de nous, non seulement en France mais dans les pays du monde. Merci, c'est intéressant de voir en effet que l'approche de financier classique peut s'adapter à tout type de cibles. Et Sabine, je me retourne vers vous. Ça fait longtemps que la Massif, de par sa nature, finance ce qu'on appelle le secteur de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, ça revient à la mode, mais aujourd'hui, la finance à impact et l'investissement à impact a un peu pris le devant de la scène. Et ma question, c'est comment vous avez, dans votre groupe, justement, quels changements vous avez vu s'opérer sur ces méthodes de financement? Comment, éventuellement, vous avez intégré ces codes de la finance à impact? Vous qui, encore une fois, être un acteur naturellement, j'allais dire, plus orienté vers des projets à fort impact sociétaux. Effectivement, la Massif, quasiment à l'origine, il y a 60 ans, a assez naturellement cherché à financer l'ESS. Puis effectivement, les choses se sont transformées. Il y a plus de 25 ans, on est passé à l'ISR, l'investissement socialement responsable, avec une approche, tu en parlais, plutôt best in class. On cherchait à financer les meilleurs élèves. Et voilà. Et maintenant, effectivement,
les choses évoluent vers une finance à impact. Alors, à la Massif, on n'a pas d'actionnaires et on a des sociétaires qui sont nos clients. Et ça, c'est notre chance, puisqu'effectivement, on a le temps pour nous, on a le temps long, parce qu'effectivement, on n'a pas de dividendes à verser tous les ans, on n'a pas de compte trimestriel à publier tous les trimestres. Et effectivement, on essaye de regarder les choses sur le temps long pour voilà, un peu rejoindre ce que disait Olivier. Et donc, appliqué à nos investissements, je donnerais deux exemples d'impact. Alors, il y a un impact, je pense que tout le monde a en tête, c'est l'exclusion. On essaye d'exclure les secteurs, les entreprises les plus mauvaises de nos investissements. Ça, c'est voilà, un impact. Et un deuxième impact auquel voilà, je crois beaucoup, c'est aussi on a des démarches d'engagement avec les entreprises en portefeuille. C'est-à-dire qu'on cherche à dialoguer sur un certain nombre de thématiques avec les émetteurs en portefeuille pour faire évoluer leur stratégie. Donc ça peut être sur des thèmes environnementaux, le climat, ça peut être sur des thèmes sociaux, ça peut être le travail des enfants, ça peut être voilà, la protection des océans avec les plastiques. Donc c'est des échanges qu'on mène avec les émetteurs en portefeuille, avec notre gestionnaire d'actifs Ophi Invest et qui j'en suis convaincue, sont un moyen aussi de pousser les entreprises à évoluer et à les accompagner en fait dans le changement et dans la transition qu'on doit absolument faire. Merci. Alors le sujet en effet du dialogue et de l'accompagnement est essentiel, que ce soit sur les entreprises sociales non cotées ou sur les plus grandes entreprises, et on y consacrera un moment. Alors à ce stade, j'aurais bien aimé demander à Sir Ronald Cohen de nous donner sa définition de l'impact. Voilà. Alors je ne sais pas si il a pu être contacté, sans doute pas, et peut-être toujours pas branché. Bon, je vais pas le faire à sa place, mais je vais juste vous parler un petit peu de lui et faire la publicité pour son livre, ce qui prouve que je suis vraiment pas rancunière. Donc, Sir Ronald Cohen est donc un philanthrope et un investisseur en capital risque, en capital développement, donc dans ces fonds classiques de private equity. Il a été, comme je l'ai dit, très impliqué dans la promotion de l'impact. Il a écrit un livre best-seller qui a été traduit en 10 langues, qui s'appelle Reshaping Capitalism. Voilà, il croit beaucoup au sujet, mais il vous en témoignera une autre fois. Mais au-delà de la définition, je crois que voilà, vous l'avez compris déjà, on a parlé d'entreprises sociales non cotées, on a parlé d'investissement dans les infrastructures, on a parlé de grandes entreprises en transition environnementale, sociale. L'idée, c'est est-ce que donc la finance à impact, comme je l'ai dit au début, est-ce qu'elle doit se limiter aux entreprises sociales? Alors bon, Olivier, tu dis qu'il y a de quoi faire, il y a de la place. Est-ce qu'elle doit se limiter aux entreprises, y compris plus grosses, y compris cotées sur les marchés, dont vraiment l'objectif est d'apporter une solution environnementale ou sociale, les sociétés dans les énergies renouvelables, les sociétés dans la santé, ou est-ce que pour avoir plus d'impact, on ne doit pas se limiter à ça. Et qu'au contraire, on doit aller plus loin et qu'on doit continuer de financer les entreprises classiques, j'allais dire peut-être dans tous les secteurs, y compris les secteurs très fossiles, très polluants, très controversés, pour qu'elles évoluent plus vite. Alors, Christine, est-ce que tu peux peut-être nous parler de Sycomore? Parce que quand on s'est parlé, tu m'as dit, nous, chez Sycomore, on n'a pas de fonds d'impact, on n'a pas envie de dire ça. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu votre démarche? Effectivement, je crois qu'aujourd'hui, on utilise le mot impact, parfois à tort et à travers. On parle d'impact souvent quand on est capable de mesurer cet impact. Pour nous, ce qui n'est pas mesuré n'est pas géré. Et donc, la question d'impact renvoie nécessairement à cette notion de métrique et de mesure. Donc, chez Sycomore, on déploie nos investissements sur des entreprises qui sont cotées majoritairement, et donc sur des sociétés de toute taille, des petites et des plus grandes. Et on a cette notion de recherche d'impact, donc une intention d'impact, qui nous conduit à flécher nos investissements sur des entreprises qui ont une contribution positive, soit sociétale, soit environnementale,
ou qui apportent des solutions à la transition écologique, énergétique et sociétale. Donc on a deux façons notre doctrine d'investissement permet de flécher sur des impact natives, donc des entreprises qui apportent des solutions pures et parfaites, mais également on a fait le choix d'accompagner les entreprises, les plus grandes notamment, à se transformer, parce que finalement l'essentiel aujourd'hui de l'enjeu de notre société dans laquelle on est, si on veut sauver notre monde et notre planète, c'est l'essentiel de l'économie, il est dans les mains des grandes entreprises. Alors, je ne dis pas qu'il faut laisser tomber les petites, mais l'essentiel est là. Donc, il faut accompagner celles qui décident de se transformer. Donc la transformation, on sait que ce sont des temps longs, ça prend du temps, il y a beaucoup de discours incantatoires de grandes entreprises. La réalité opérationnelle, souvent, elle est beaucoup plus complexe. Donc cet enjeu de transformation, c'est aborder des sujets qui sont complexes, qui ne sont pas faciles à mesurer. Donc c'est la raison pour laquelle chez Sycomore, on a développé des métriques, à la fois sur la partie environnementale et qui ne c'est une métrique qui est pluridimensionnelle et qui n'aborde pas uniquement l'empreinte carbone ou l'enjeu climat, mais qui aborde aussi bien les enjeux de gestion des déchets, des ressources, de l'eau, de la qualité de l'air, de la biodiversité, parce que c'est tout un écosystème qui interagit. Donc l'enjeu des métriques est très importante et des métriques qui sont graduelles, donc qui permettent d'évaluer cette trajectoire. Donc c'est notre métier chez Sycomore d'évaluer la transformation donc de ces grandes entreprises et c'est pas simple. Donc on aborde beaucoup ces sujets avec beaucoup d'humilité. On parle beaucoup de greenwashing et de social washing. C'est vrai que c'est pas facile pour des investisseurs que nous sommes de s'appuyer sur des données qui sont parfois pas exhaustives, pour certaines pas totalement fiables. Donc on fait ce travail de récolter un maximum d'informations pour pouvoir donc évaluer la transformation des entreprises et de les accompagner, parce que effectivement l'impact via l'exclusion est une réponse, mais finalement si on exclut, on ne résout pas le problème. Alors grâce à l'engagement, on fait progresser et grâce aussi donc à la mesure, on arrive à faire bouger les lignes. Voilà. Alors, tu cité je crois que ça s'est éteint. Voilà. Le mot de washing, voilà, social washing, green washing, impact washing, mais en effet, il est essentiel et c'est difficile de répondre parce que là, aujourd'hui, on dit plus d'argent pour plus d'impact. On va investir dans des entreprises qui apportent des solutions de transition ou des solutions sociales. Mais si on commence à dire, finalement, on peut continuer d'investir partout du moment qu'on fait de l'engagement actionnarial pour que les entreprises changent, est-ce que les investisseurs vont pas vous le reprocher? Et là, évidemment, Olivier, sur l'engagement actionnarial, quand tu as fondé avec Denis Branche Fitrust, et depuis, vous avez déposé dans les AG des grandes entreprises du CAC 40 50 résolutions, je crois, pour faire avancer les entreprises. Qu'est-ce que tu réponds à la question, finalement? Est-ce que, en ayant des fonds qui sont investis dans tout type de grandes sociétés cotées, est-ce que, faire l'engagement d'actionnariat, est-ce que véritablement tu as plus d'impact? Et est-ce que tu peux répondre à tes investisseurs qui diront non mais de toute façon c'est du greenwashing? Voilà. Est-ce que tu peux nous montrer en quoi ça peut faire vraiment changer les choses? Juste avant, je vais peut-être quand même faire une petite différence. Je crois qu'on a besoin des grandes entreprises. Les petites entreprises ont besoin des grandes entreprises. Tout le monde a besoin de tout le monde. Nous sommes dans un monde totalement interconnecté. J'aime beaucoup une phrase de Xavier Fontanet qui disait il y a quelques années: quand vous êtes levé le matin, combien d'entreprises avez-vous fait travailler? Des milliers, dans tous les actes de la vie quotidienne. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, j'aime bien une définition d'Emmanuel Faber il y a quelques années, qui fait une différence pour les grandes entreprises entre le bottom of the pyramid et le social business. Bottom of the pyramid, c'est je suis une grande entreprise et je garde ma logique, je baisse mes prix pour pouvoir vendre des produits moins chers à des gens qui ne peuvent pas s'offrir mes produits.
Social business, je suis avec des logiques totalement différentes. Je dois travailler avec des associations, des entreprises sociales pour répondre à un besoin. Et on voit un certain nombre de grandes entreprises qui peuvent faire les deux. Donc nous, ce qu'on constate de manière tout à fait concrète, c'est qu'il y a de très grandes entreprises qui font des choses extraordinaires. Depuis des années, Danone, si on prend en France, Danone, Schneider Electric, Vinci, Gaz de France, Orange, Essilor font des choses extraordinaires pour répondre à des enjeux sociaux qui ne sont pas forcément connus. Donc nous, ce que nous faisons depuis une vingtaine d'années, c'est quand on va discuter avec les dirigeants sur des questions qui sont des questions de gouvernance, de pouvoir, questions de rémunération des dirigeants, questions environnementales, questions sociales, on aborde des tas de sujets, dont ces sujets-là. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est vraiment des questions de culture d'entreprise. C'est qu'il y a des entreprises qui mettent en œuvre des choses, qui testent, et puis qui petit à petit se développent. Il y en a d'autres qui, pour des raisons culturelles, ne le font pas. Donc c'est en discutant avec les dirigeants, avec les équipes, en ayant très profondément, comme l'a dit Christine, dans la logique de l'entreprise pour savoir est-ce qu'elle est vraiment en train de se transformer, que l'on peut... Je vais prendre un exemple tout à fait concret, ça s'appelle Total, où depuis des années, on a discuté avec Total sur des sujets. Ça a commencé, l'origine de notre engagement actionnarial, c'est la question de l'ERICA en 2003, donc c'est 2002 même, c'est quand même vieux. 2012, on a déposé des résolutions sur la question des sables bitumineux au Canada, où on s'est fait boycotter par Total de manière absolument très violente. Et puis, il y a un changement. Et le changement, c'est 2016. Et 2016, il y a un changement absolument radical. On a vu toutes les grandes entreprises changer. Et elles ont changé à cause de 3 éléments fondamentaux. Et je crois que les gens n'en s'en rendent pas compte. Et quand elles vont changer, c'est aujourd'hui, on n'a plus du tout les mêmes discussions sur ces questions environnementales, transition, etc., qu'on avait il y a 4 ans. Il y a 4 ans, on était... les questions, ça a changé. Et ça a changé pour 3 raisons. La première, c'est que les dirigeants ont pris conscience, après l'accord de Paris, qu'il y avait un risque et il y avait une opportunité. Risque, c'est que leur entreprise Total, c'est qu'ils n'existent plus dans 30 ans, comme tu l'as expliqué tout à l'heure. Opportunité, c'est qu'il y avait de nouveaux marchés. Donc ça, c'est le premier facteur. Donc ils ont bougé. Le deuxième qui a fait bouger, que personne n'a vraiment réalisé, c'est le scandale Volkswagen. Le scandale Volkswagen a fait prendre conscience à tous les grands dirigeants d'entreprises aux États-Unis et en Europe que s'ils trompaient le régulateur, s'ils disaient des choses fausses, ils perdaient leur job. C'est ce qui est arrivé au président de Volkswagen. Et ça, dans le cerveau de ces dirigeants, je peux vous dire que c'est un vrai sujet. Et le troisième, que l'on ne mesure que maintenant, mais qu'on n'avait pas identifié au début, sont les jeunes. Les jeunes, aujourd'hui, poussent les dirigeants d'entreprise à bouger. La principale raison pour laquelle Total a bougé aussi rapidement sur ces questions-là, c'est quand, il y a quelques années, M. Pouyanné était le président de la promotion de l'X, qui a une question environnementale auquel il a mal répondu, et que tous les élèves sont allés demander au directeur de l'X qu'il ne soit plus parrain de la promotion. Ça vous interpelle. Et c'est quand on discute avec eux, c'est les jeunes qui les motivent, pouvoir faire venir des jeunes dans leurs entreprises. Et je pense que ça, donc voilà, donc il y a du greenwashing, il y a du social washing, parce que mécaniquement il y en aura toujours, et qu'il y a toujours ça. Mais je pense quand même qu'il y a un mouvement de fond qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une transformation des entreprises. Par contre, il faudra du temps. On ne transforme pas une entreprise de 100, 2000, 300 000 salariés en 3 ans. C'est 10, 15, 20 ans. Et ce qui est très très important, c'est que nous avons en 2017 demandé à toutes les entreprises du CAC 40, si elles connaissaient les SBTI, Social Based Target Initiative, qui permet de mesurer, une Based Target Initiative, excusez-moi, qui permet de mesurer l'impact au niveau de l'évolution de votre trajectoire climatique par rapport notamment au réchauffement climatique et aux émissions de CO2. 2017, il y avait 3 entreprises qui connaissaient du CAC 40. Aujourd'hui, elles connaissent toutes. Elles sont quasiment toutes signataires et la plupart sont engagées sur des objectifs à 2030, et 2040 et 2050. Donc ça y est, ça bouge. Et par contre, ça prend du temps. Décidément, voilà. C'est que ça a de l'impact, l'engagement actionnarial, y compris dans des entreprises qui ne sont pas impact native. Je me retourne vers toi, Pierre. Je pense que, chez Tikeo, vous n'avez pas souvent, j'imagine, la critique de faire du greenwashing ou du social washing, parce que vous êtes peut-être investi sur des thématiques plus précises. Tu peux, je ne sais pas, quand tu fais le tour des investisseurs ou quand
tu participes à d'autres conférences. Est-ce que tu as été challengé sur ces sujets? Est-ce que c'est si simple de dire, ben voilà, moi j'investis dans une entreprise ou un projet d'énergie renouvelable, c'est bon, je tique, je suis vert, il n'y a pas de problème. Est-ce que voilà, tout est parfait? Certainement pas. Mais en tout cas, est-ce que tu peux témoigner un peu sur ce que tu as, toi, vécu en tant que gérant, ou même ton appréciation de professionnel, comme tu l'as dit, de terrain, sur les projets à impact, et notamment environnementaux? Alors moi, personnellement, encore une fois, j'ai un esprit simple, donc le jargon, je ne le connais pas très bien, et vert, c'est une couleur. Donc ce qui compte, c'est l'intention en fait, des choses. C'est vrai qu'en réalité, je m'auto-protège en faisant des fonds qui sont thématiques. Donc, quand on fait un fonds thématique, on dit ce qu'on a envie de faire, quoi. Donc le fonds de décarbonation, son but, c'est de décarboner l'économie selon en fait, la programmatique et ce qui a été identifié par le GIEC et l'Agence internationale de l'énergie. Donc en fait, c'est difficile de faire une faute de quart. Et je me dirais que, en fait, quand j'ai une entreprise sur laquelle on peut se poser la question, est-ce qu'elle rentre dedans, la question elle est déjà répondue, quoi, comme dirait l'autre. En fait, ça ne rentre pas dedans, quoi. C'est assez évident en fait, dans ces sujets-là. Quand on fait un fonds d'agriculture régénératrice, son but, c'est de rendre de la fertilité au sol. Pourquoi? Parce qu'un sol fertile, c'est ce qui donne une nourriture qui est meilleure et en plus grande quantité. Si j'investis dans des entreprises qui ne participent pas à rendre le sol fertile, par construction, ça ne rentre pas dedans. Donc en fait, le filtre, il se fait de manière, entre guillemets, logique. Et après, de manière très pragmatique, voilà, en fait, dans le fonds de décarbonation, qu'est-ce qui reste? Il reste des entreprises, une société qui s'appelait Groupe Rougnon, qui faisait de la rénovation thermique du bâtiment à Paris. Pourquoi? Parce qu'à Paris, son empreinte carbone, 46%, c'est du chauffage du bâtiment. Les Haussmanniens, c'est beau, mais c'est pas efficace. Donc en fait, il faut prendre et investir dans des sociétés qui ont des employés qui ressemblent à des maçons et qui rénovent des bâtiments, qui changent des chaudières, qui vont mettre de la régulation, qui mettent des fenêtres, qui mettent des portes, etc., qui transforment des passoires thermiques en des choses qui n'en sont pas. Quand je fais une société qui s'appelle Green Yellow, Green Yellow, ils font de l'efficacité énergétique pour des supermarchés. En fait, qu'est-ce que c'est de l'efficacité énergétique pour des supermarchés? En vrai, c'est mettre des portes de frigo sur des frigos qui sont ouverts dans les supermarchés. Je veux dire, encore une fois, en tant qu'ingénieur, quand je vois ça, c'est un cycle de Carnot ouvert. Donc on extrait une calorie qu'on recrache derrière au travers d'un moteur sur un système qu'on est en train de réchauffer. Donc en fait, effectivement, la porte de frigo, elle baisse de 30% la consommation énergétique d'un magasin. Donc là, en parlant financier, le payback financier de ça, c'est 1,2 ans. Le payback CO2, donc la quantité de CO2 que j'ai émis pour faire une porte de frigo pour la mettre, c'est 0,9 ans. Donc il n'y a pas mieux à faire en fait. Cette société, on l'a capitalisée avec 150 millions d'euros, elle installe 200 km de portes de frigo par an. Enfin, je veux dire, ça donne un peu des ordres de grandeur en France. Donc en France, en fait, il y a je ne sais pas combien de milliers de kilomètres de frigos ouverts en fait, dans des centres commerciaux qui attendent des gens pour acheter des choses. Et on extrait des calories qu'on recrache dans le magasin tout seul. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont un petit peu aberrantes, qu'on peut réparer assez facilement, qui ont des impacts assez grands. Autre exemple, j'ai investi dans une société qui s'appelle Eurogroupe en Italie, qui fait des moteurs, donc ils font de la lamination. Donc la lamination, c'est pas un nom qui est super beau. Puis Eurogroupe, ça fait un peu compagnie logistique bulgare. Enfin, c'est pas très sexy non plus. En fait, ils font des rotors stator, donc c'est des moteurs électriques. C'est 7 familles, ils n'ont jamais ouvert leur capital. Et en fait, on va les voir en leur disant, écoutez, vous faites des moteurs électriques. On pense que la voiture électrique va arriver. On pense qu'en fait, vous allez pouvoir en fournir. Et aujourd'hui, c'est une société qui fournit un moteur électrique sur 2 dans le monde. C'était une ETI, quoi. Donc en fait, les investissements, les capacités à investir, ils sont là. Faire de l'investissement d'impact à l'échelle, c'est identifier en fait les gros mégatrends qui ont besoin d'être mis en œuvre. Et ces gros mégatrends, en fait, ils vont être effectifs en fait dans les grandes entreprises et tous les gens qui consomment. Mais pour ça, il faut trouver des gens de l'économie réelle qui ont déjà une taille suffisante. Et il faut les accompagner justement pour répondre à ces explosions en fait, de marché qui transforment en réalité notre monde. C'est souvent des choses assez simples. Mais est-ce que tu n'es quand même pas challengé, au-delà de la thématique environnementale très claire, sur l'impact plus global et éventuellement les conséquences sociales ou sur les droits humains au sens plus large des investissements? C'est le grand sujet qu'impose la réglementation européenne notamment, c'est ce fameux principe de double matérialité. C'est-à-dire que quand vous investissez, y compris dans des entreprises sociales non cotées, y compris dans des fonds thématiques, c'est OK, vous faites le bien, mais est-ce que vous vérifiez aussi que vos investissements ne représentent pas un risque et aussi
sur les gens qui travaillent dans l'entreprise, les fournisseurs de ces entreprises, et de façon plus globale sur toutes les parties prenantes. Voilà, c'est intéressant de savoir, parce que j'ai l'impression que du côté, en tout cas, fonds d'entreprise inclusive, d'un côté, et du côté fonds thématique, il y a aussi cette question, mais comment vous faites pour aborder le sujet de façon générale? Comment, alors, je te laisse la parole, puis peut-être que je ferai témoigner Sabine. Comment on prend ça en compte, puisqu'il s'agit quand même de l'homme en bout de ligne, quoi. Ça, c'est des questions qui sont un petit peu plus techniques, mais c'est des questions de due diligence. C'est-à-dire qu'effectivement, d'un point de vue gouvernance, nous, on a un comité impact qui est en fait toujours fait au préalable d'un comité d'investissement. Et ce comité d'impact, donc c'est des gens qui ne sont pas en fait membres du comité d'investissement, qui sont au comité d'impact, qui peuvent même être extérieurs en fait à l'entreprise, en fonction des thématiques. Et ces gens en fait vont se prononcer sur deux choses. Est-ce que l'investissement répond à la raison d'être du fonds, en fait? Est-ce qu'il répond à sa mission? Et la deuxième question, c'est effectivement, est-ce qu'il ne crée pas ce qu'ils appellent en anglais le significant harm? Donc est-ce que mon activité en fait ne génère pas quelque chose? On n'est pas en train de casser un truc en faisant un truc bien. Voilà, donc ici, c'est des parties tierces qui vont challenger en fait les équipes d'investissement, qui vont poser leurs questions, et ça va créer finalement des questionnements qui devront être gérés finalement en phase de due diligence, où on va devoir y répondre avant de pouvoir effectivement faire l'investissement. Donc ça, c'est des choses qui sont en œuvre, et je pense que c'est des choses qui sont en œuvre depuis un moment. Quiconque fait un peu d'intégration ESG, comme il l'appelle, donc dès qu'on commence à regarder ces choses-là, en fait, on est déjà structuré pour aller se poser ces questions-là. Alors, donc Sabine, comment vous réussissez, vous, à intégrer dans vos thématiques, vos approches d'investissement, même vos décisions d'allocation, tous les facteurs, y compris le facteur social? Comment on fait ça? Alors, je suppose qu'on ne pourra pas quitter la salle sans aborder aussi les questions du scandale d'investissement dans Orpea. Tu as parlé de Volkswagen, mais si on parle des sujets sociaux, il y a certaines structures qui étaient d'ailleurs largement investies dans les fonds ESG durables. Comment ça se gère, ce sujet? Est-ce que les chiffres d'ailleurs sur les données sociales, elles sont aussi disponibles que sur les données environnementales? Voilà, c'est une question un peu large, mais comment on aborde ça? Alors, c'est une vraie problématique, hein. Effectivement, on est habitué en tant qu'investisseur à regarder les critères financiers, de risque, de rendement. Voilà, il y a toutes des années et des années de pratiques et de données qui sont disponibles. On a aussi toute une organisation qui est tournée autour de ça. Mais pour tout ce qui est extra-financier, c'est des vrais enjeux. Il y a un certain nombre de données qui sont disponibles, il faut aller les chercher. Il y a aussi un certain nombre de problématiques méthodologique pour tout ce qui est climat. On n'est pas tous forcément d'accord non plus sur la façon de faire les choses. Les données ne sont pas encore disponibles. Les entreprises n'ont pas encore l'obligation de publier ces données. Ça va venir, mais ce n'est pas encore le cas. Donc on est obligé de faire des hypothèses et toutes les données ne sont pas encore non plus certifiées par les commissaires aux comptes. Et donc forcément avec un risque effectivement qu'elles ne soient pas exactes. Et ça, voilà, c'est typiquement, sur Orpea, je pense une des problématiques, c'est effectivement c'était l'entreprise qui s'auto-déclarait sur certains sujets. Et effectivement, les données n'étaient visiblement pas fiables, ce qui a été révélé cette année. Donc c'est vrai que c'est des vrais enjeux. Je pense qu'avec le temps, les entreprises vont être obligées de publier tous ces chiffres. Ça va être, les commissaires aux comptes vont intervenir aussi dans le dispositif, mais ça va prendre du temps. Après, on a une autre problématique, nous, en tant qu'investisseurs, c'est que ces données sont souvent centralisées par des grands fournisseurs de données anglo-saxons dont on devient dépendant, mais ça, c'est un autre débat. Okay. Alors, c'est vrai qu'on voulait aussi aborder ça avec Sir Ronald Cohen, qui est un grand défenseur de la triple comptabilité. Voilà, c'est-à-dire intégrer dans les états financiers véritablement les comptes de résultats, bilans, des données chiffrées qui correspondent à ces externalités positives ou négatives des entreprises. Mais donc, Christine, tu en as un peu parlé. La mesure, la norme, c'est important. Alors, la première question, est-ce qu'on peut tout normer, et comment vous avez réussi chez Sycomore, qui aide sur ces sujets depuis assez longtemps avec la NEC justement dont tu parlais. Voilà, comment vous arrivez à vous intégrer dans ces obligations de reporting? Qu'est-ce que tu penses de la réglementation SFDR européenne qui oblige tous les financiers à rendre compte de leur impact? Est-ce qu'on peut tout normer? Voilà, c'est une question un peu vaste, mais vraiment la mesure est au cœur de la véracité des investissements d'impact.
Oui, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour nous, la mesure, elle est clé. Et elle a deux objectifs. La mesure, elle permet donc de sélectionner les entreprises et elle permet de rendre compte. Parce que pour l'épargnant final ou l'investisseur final, il est important d'avoir ce triptyque de rendement, risque et mesure d'impact de son portefeuille. Donc ça, c'est pour nous très important. Donc on a développé des métriques sur la partie environnementale, mais également sur des métriques sociétales. Donc notamment, on a développé une métrique qui s'appelle la contribution sociétale des entreprises, qui vise à évaluer deux choses. La première, c'est le comportement citoyen de l'entreprise, la façon dont l'entreprise interagit avec ses différentes parties prenantes. Et puis, le deuxième pilier de cette contribution sociétale, c'est l'évaluation de l'impact sociétal des produits et services vendus par l'entreprise. Donc c'est une métrique que l'on déploie et sur l'ensemble de nos entreprises. Une autre métrique qu'on a développée avec un cabinet anglo-saxon qui s'appelle The Good Job Ratings, qui permet d'évaluer la qualité et la quantité des emplois créés. Pas uniquement donc sur la partie sociale, la quantité des emplois, c'est quelque chose une mesure qu'on peut assez facilement suivre. En revanche, la qualité, c'est quelque chose qui est beaucoup moins quantifiable. C'est là où le besoin, les emplois, là où le besoin se fait le plus sentir. Et donc, on essaye d'évaluer donc la pérennité de ces emplois et dans des territoires où finalement la société en a le plus besoin. Donc, toutes ces métriques, pour nous, sont indispensables quand on parle de recherche d'impact et de mesure d'impact. Alors, nous avons la conviction que ces métriques évoluent avec le temps. On veut en faire, alors c'est notamment sur la métrique environnementale qui est pluridimensionnelle. On a décidé, quand on a regardé ce qu'il existait sur le marché, en fait, il y a très peu d'équivalents et on trouve que finalement notre méthodologie propriétaire peut être un standard de place. Donc on a décidé de créer une société qui s'appelle la NEC Initiative, qui est une entreprise à mission, dont l'objectif est de faire de cette métrique, de la partager à l'ensemble des acteurs, que ce soit des entreprises, des investisseurs, des asset managers, sur le côté, sur le non-côté. Et donc aujourd'hui, cette société a comme actionnaire notamment OFI et un fonds de private equity également, et on a la volonté d'en faire un standard de place, encore une fois. Donc pour nous, ce qui est clair, c'est qu'on n'a pas le monopole on considère que l'innovation en matière de mesure d'impact doit être partagée. Si on est copié, c'est tant mieux parce que donc on travaille beaucoup en architecture ouverte, c'est qu'on va dans le bon sens. Après, la réglementation, je dis souvent que c'est un mal nécessaire, mais en tout cas, ça permet de faire avancer les choses. SFDR est une bonne chose du point de vue de l'investisseur. C'est pas parfait. Et ces sujets, effectivement, on a des sujets de normer, c'est bien, mais il faut que ce soit un dosage assez délicat parce qu'on normer, parfois, c'est simplifier. Or, la simplification peut emmener aussi à les enjeux de décarbonation. Si on le prend du point de vue de l'investisseur global, une façon de décarboner son portefeuille, c'est de se détourner des secteurs qui polluent le plus et qui ont des empreintes carbone très élevées. Or, ça ne résout pas notre problème. Donc, il faut aussi prendre en compte toutes les interactions, que ce soit environnementales et sociétales. On parle beaucoup de transition juste dans la transition énergétique. Et donc, c'est là où les sujets sont très complexes. Et encore une fois, il faut mettre beaucoup d'intelligence collective sur tous ces sujets. C'est intéressant. Le temps passe, donc ne vous inquiétez pas, vous allez avoir du temps pour poser des questions, mais il y a quand même deux sujets qu'on doit aborder. Le premier, plutôt positif. Tu as parlé de partage, d'approche collaborative. C'est pas forcément des notions qui sont très répandues dans le monde de la finance, on a l'impression. Et pourtant, c'est bien ce qui se passe. Pierre, est-ce que tu peux témoigner de ces partenariats
notamment, qui se mettent en place dans les financements. Et puis nous passerons ensuite à la dernière question qui sera relative à la performance de ces fonds d'impact, pour ensuite laisser la parole aux questions et au public. Ouais, alors moi ce que j'appelle le néo-darwinisme dans le passé, en fait, le monde de la finance, il était en compétition pour gagner, être le plus fort, le plus beau, et puis faire le plus d'argent. Les sujets de transition, en fait, c'est des sujets où on parle de systémique, en fait, de changement de société, donc tout est interlacé. Et le positionnement qu'on a eu, c'est de dire, avoir de l'impact en premier lieu, c'est faire des choses à l'échelle. Parce que si on se marginalise, en fait, on ne peut avoir que de l'impact à la marge. C'est pour ça que j'appelle tous les jeunes qui se marginalisent à revenir dans le système et puis essayer d'avoir de l'impact à l'échelle en rentrant dedans et en essayant de le faire bouger. Sauf que ça, quand on fait ça, on s'aperçoit qu'on ne peut pas le faire tout seul. Parce que tout seul, on est juste bête. Donc il faut le faire avec d'autres personnes et d'autres personnes qui sont aussi dans ce système. Donc typiquement, quand on a fait notre fonds de décarbonation, effectivement, on a eu un investisseur qui est arrivé au début qui s'appelait Total Energy. Et puis nous-mêmes, on a investi beaucoup de notre argent de société de gestion parce qu'on a un bilan, donc on a mis 100 millions dans le fonds. Total Energy avait mis 100 millions. Et puis après, on a eu des fonds souverains comme la BPI qui nous ont accompagnés, et puis CNP, Groupama, des assureurs qui sont arrivés assez tôt, donc qui crédibilisent le système. Et là, en fait, on commence à créer finalement des acteurs de place institutionnelle qui donnent leur confiance à un gestionnaire ou un gérant qui lui-même s'aligne en intérêt, c'est-à-dire qu'il dit voilà, je ne vais pas faire intégralement n'importe quoi, sinon je perds mon propre argent dans une mesure qui est même plus grande que la vôtre, associé à des industriels. On a fait la même chose sur le fonds d'agriculture régénératrice où on a AXA qui a investi 100 millions, on a investi 100 millions, Unilever a investi 100 millions. Pourquoi on fait ça? Parce qu'avec ces gens qui sont dans ces chaînes de valeur, en fait, quand on a des investissements à faire, d'une part, on a accès à une expertise. Une grosse société, c'est une société qui a énormément de personnel. C'est des sociétés qui ont des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes. Donc en fait, quand on a une question technique, on peut toujours avoir accès à une personne qui peut y répondre. Et en fait, ces sociétés-là sont effectivement dans un sujet qui est problématique pour elles, que ce soit un Total Energy dans sa chaîne de valeur ou un Unilever. Quand ils disent « je vais réduire en fait mon empreinte écologique ou mon empreinte carbone », en réalité, ils ne parlent pas d'eux, ils parlent de leur chaîne amont ou leur chaîne aval. Et en fait, le problème principal, c'est que leur actionnaire ne s'attend pas de leur part qu'ils utilisent leur argent finalement pour investir dans leur chaîne de valeur. Et c'est ça qu'on essaye de créer en fait en coopération, c'est que je crée des outils financiers où finalement on est à l'extérieur de la société, cette société engage quand même de l'argent et de manière holistique, on va aller faire pivoter en fait sa chaîne de valeur, mais à un multiple de ce qu'elle met dedans. Parce que s'ils mettent 100, on met 100, quelqu'un d'autre met 100, au final on a 1 milliard, on a 2 milliards, ça fait beaucoup plus d'impact que juste 100 tout seul à faire des choses dans sa chaîne de valeur. D'où l'intérêt des partenariats, parce qu'au final, et pourquoi on est en partenariat? Parce que tout simplement, dans un monde qui s'écroule, il n'y a personne qui gagne, en fait. Et toutes les grosses sociétés, en fait, elles se rendent compte aussi. La raison de leur mouvement rapide, elle n'est pas exclusivement environnementale, ils s'en rendent compte. Elle est aussi tout simplement parce qu'ils ont des plans long terme, ils voient en fait comment le monde évolue et ils voient en fait que ils sont obligés d'être ensemble. Donc c'est vrai que dans le partenariat, on aurait pu parler aussi du cofinancement sur les entreprises non cotées. On aurait pu parler aussi du co-dépôt de résolution pour justement pouvoir faire bouger les grandes entreprises cotées. Mais je vais poser la dernière question, ou plutôt les dernières questions. Alors quelle performance? Parce que c'est bien beau d'avoir plus d'argent pour plus d'impact, mais en bout de ligne, les gens, ils investissent aussi parce qu'ils ont un rendement. Et moi, j'ai une question très naïve. On sait que les transitions ont un coût. Faut pas se dire non, c'est aussi facile d'avoir autant de rendement quand on investit dans des choses qui coûtent de l'argent. Il y a le coût des investissements qui est nécessaire, par exemple pour les entreprises, ou le coût de la formation, voire de la reconversion, et à court terme ça tape. Voilà, ça tape sur les résultats des entreprises. Ça veut dire un peu de baisse des marges, ça tape sur les clients parce que ça voudra dire aussi une hausse des prix. Ça peut taper sur les fournisseurs, ça peut taper sur les salariés. Donc la question c'est, d'une part, pour les entreprises, est-ce que, je cite, j'ai bien aimé cette phrase, l'heure des dividendes est en partie passée, celle des gros investissements s'impose. Et qu'est-ce que ça signifie pour les gens derrière et les actionnaires et les investisseurs dans les fonds? Et est-ce que la performance de ces fonds d'impact et même de manière plus générale de ces fonds ESG durables, est-ce que cette performance, elle est menacée à court terme? Et qu'est-ce qu'on fait
Alors, je ne sais pas, Olivier, si tu veux peut-être finir et on aura un peu de temps pour les questions. Non, je crois qu'il y a un vrai dilemme. On a posé la question l'année dernière à nos investisseurs, à certains investisseurs institutionnels de fonds de pension, caisses de retraite, etc. S'il y a la transition climatique, si les grandes entreprises doivent massivement investir pour cette transition climatique, est-ce que vous accepteriez une baisse de votre dividende? La réponse a été unanimement non. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce qu'ils gèrent des fonds de pension, des caisses de retraite, donc ils gèrent les retraites. Ils gèrent des assurances, c'est pareil chez les assureurs, etc. Donc on a un vrai enjeu qui est un enjeu très complexe dans notre monde actuel, c'est qu'on le voit bien, il y a des besoins importants des retraités, d'un certain nombre d'acteurs, de toucher des revenus pour vivre au quotidien, et vous avez les assureurs, banquiers, gestionnaires au milieu, qui se retrouvent avec des projets qui, pour certains, vont faire de magnifiques performances, hein, notamment certains qui ont été parlé avant, parce qu'il y a un truc, mais pour d'autres, vont avoir besoin d'investir massivement. Donc il y a un vrai enjeu aujourd'hui global au niveau, je dirais, de l'ensemble de notre système qui existe, c'est que les attentes des investisseurs ne sont peut-être pas en ligne avec la réalité de ce qui va arriver dans les années à venir, compte tenu des enjeux sur le financement énergétique. On a la même chose sur la question des entreprises sociales. J'ai des gros investisseurs européens et de la place qui, sur nos fonds, on est en train de lancer un nouveau fonds à impact social, nous demandent 7 à 10% de rendement. Aujourd'hui, je sais faire, si tout va bien, 3-4%, mais certainement pas 7 à 10%. Pourquoi? Parce que l'inflation augmente, etc., etc. Donc on a un vrai enjeu aujourd'hui qui, je pense qu'on n'a pas de solution, mais qu'il y aura des solutions, mais que ça va être un des grands enjeux pour qu'il y ait plus d'argent, pour plus d'impact, c'est la rentabilité attendue. Et je pense qu'elles ne sont pas forcément... Ça ne veut pas dire que ce n'est pas compatible, mais je pense qu'il y a des vrais enjeux derrière. Mais Christine aura peut-être une autre position. Moi, je voudrais juste revenir sur l'ADN de Sycomore, en fait. Nous, ce qui nous a conduit à développer notre démarche d'investissement responsable, c'est notre prérequis, c'est de faire de la performance. C'est cette quête de performance pérenne qui nous a conduit à évaluer tous les critères extra-financiers et quand on se projette dans la durée, si on veut investir sur des entreprises qui ont cette capacité à générer dans la durée de la performance et donc pas avoir cette pression court-termiste à la performance et aux dividendes court terme, c'est là où il faut prendre en compte tous ces enjeux extra-financiers. Donc, moi, je suis convaincue que la finance à impact n'a qu'un avenir s'il y a de la performance. Parce qu'on est évalué par nos clients et par l'épargnant. Mais en revanche, désormais, il y aura 3 enjeux. Il y a le rendement, le risque et l'impact. Mais le rendement reste quand même alors après, peut-être qu'il sera un peu dégradé, et parce que effectivement, à court terme, il y a des arbitrages à faire, mais il y a quand même, sur la durée, il faut qu'on soit... Force est de constater, par exemple, que chez Sycomore, cette année, on n'est pas satisfait des performances. Et quand on va voir nos clients, même si l'impact est là, ou le sens et les enjeux et les impacts sociaux et environnementaux sont positifs, on est évalué en premier lieu sur quand même la performance de nos portefeuilles. Oui, effectivement, je voudrais rajouter, évidemment, on a, mais pour la pérennité de nos activités, pour effectivement la retraite de nos sociétaires et besoin de rentabilité. Après, je pense qu'il y a encore quelque chose qui est possible pour aider tout ça, c'est la réglementation. Aujourd'hui, la réglementation, c'est beaucoup de contraintes, c'est beaucoup de temps à passer à écrire des rapports et parfois un peu nous éloigner du sujet. Et d'un point de vue assurantiel, il y a des façons de faire, en fait, par exemple, de nous mettre des coûts en fonds propres un peu moins élevés, ça ne coûterait rien à l'État, et ça, je pense, encouragerait les investissements à impact, les investissements en finance durable. Donc, je pense qu'il y a encore des choses à faire. Alors, je veux juste rebondir sur un tout petit point, parce que c'est important. Quand nous discutons actuellement avec les dirigeants de grandes entreprises du CAC 40 sur leur rémunération, nous essayons de pousser que les rémunérations variables d'action de performance ne soient pas de 3 ans ou 4 ans, mais soient à l'horizon 2030. Réponse de 100% de l'entreprise, 100%, pas 90, 100%. On ne peut pas, il faut faire des actions à court terme, 3-4 ans, parce que nos investisseurs nous demandent de la rentabilité. Donc je pense qu'on a un vrai sujet qui est la durée de l'investissement. Et ce que se dit Christine, en gros, il faut des investissements beaucoup plus longs. Donc on a un vrai enjeu que les investisseurs acceptent d'aller chercher de la rentabilité à 7, 8, 10 ans et non pas à 2-3 ans. Il y a peut-être
En effet, un changement collectif à avoir sur nos propres attentes et notre vision du long terme versus un rendement court terme. Alors, on a un petit peu de temps pour les questions dans la salle. Je vous en prie, je crois que vous pouvez... Voilà. Vous m'entendez? Oui. Bonjour. Si vous pouvez donner votre nom, si vous le Aurélie souhaitez. Giraud. Donc je travaille justement pour la transformation des entreprises et des PME en particulier, qui est quand même une bonne partie de l'économie française. J'ai une question très pratique sur l'arbitrage du financement. Je vais prendre un exemple concret. On a Mustela qui décide d'arrêter sa production de lingettes pour bébés parce que c'est pas soutenable. Ça représente 20% de son chiffre d'affaires. Donc on est clairement dans une déconstruction d'une ligne de production rentable. Est-ce que si Mustela vient vous voir pour être financée parce qu'elle va considérablement améliorer son impact, mais réduire sa rentabilité et son chiffre d'affaires à court terme, est-ce que c'est un projet que vous financeriez aujourd'hui? Alors, qui veut prendre la question? Peut-être pas Pierre, parce que c'est peut-être pas dans le cœur de métier. Oui, je veux bien la prendre. À partir du moment où ces décisions, ce qu'on va évaluer, c'est la pérennité du modèle économique de l'entreprise. Donc, on est prêt effectivement à évaluer le risque à court terme de l'arrêt de cette activité, mais dès lors qu'on a des relais de croissance qui vont nous permettre, nous, en tant qu'actionnaires, d'avoir un retour sur investissement qui soit tout à fait qui soit positif. Donc, c'est là où on va faire ce travail d'évaluation sur la trajectoire de l'entreprise en matière de croissance. Et évidemment, on va valoriser le fait qu'elle aura une empreinte environnementale de par l'arrêt de cette activité qui sera meilleure. Mais on va aussi évaluer le coût social pour l'entreprise et puis surtout sa capacité à avoir des relais de croissance sur d'autres activités. Est-ce que je peux vous répondre? Moi, je peux répondre pour le cas de PME. Enfin, je veux dire, s'il y a un besoin de financement, c'est qu'il y a un plan derrière. Par construction, le plan, c'est pas d'arrêter une chaîne de production, puisqu'on demande un usage d'un investissement complémentaire. Donc, ça veut dire que cet arrêt s'accompagne d'autres choses. Et donc, ce qui est important, effectivement, c'est cette autre chose et dans quelle mesure, nous, on peut apporter quelque chose dans la matérialisation ou faire mieux dans cette autre chose, quoi. Je veux dire, si la question c'est est-ce que ça vaut le coup d'investir dans une société qui arrête son activité, la réponse est non. Parce qu'en fait, il n'y a rien à investir parce qu'elle arrête son activité. Si la question est de dire mon entreprise se transforme et en fait elle arrête une activité qui est peut-être rentable mais qui est écologiquement pas soutenable, moi de mon point de vue, avec mes yeux d'investisseur, en fait un segment qui est écologiquement pas soutenable, de toute façon, il vient à terme à disparaître, quoi. C'est ce que j'appelle des bullshit business models, quoi. C'est des choses qui servent à rien, donc en fait, elles vont disparaître dès lors qu'on va être proche d'une limite planétaire. Donc, c'est pas une bonne thèse d'investissement. Donc, effectivement, je me dis que si la société elle se pose la question d'arrêter des choses qui paraissent rentables aujourd'hui pour faire autre chose, effectivement, ça nécessite un investissement, ça peut nécessiter en fait une baisse de profitabilité, mais ça, typiquement, dans une société qui fait ce qu'on appelle du SaaS aujourd'hui, n'importe quelle société qui fait du software et qui le vend, c'est ce qui se passe tous les jours. C'est-à-dire qu'ils essayent de faire des choses, il y a des choses qui ne marchent pas, ils l'arrêtent, et puis finalement, on investit dans autre chose, et pendant ce temps-là, en fait, ça creuse de la perte pour ensuite retrouver un marché qui va bien. Ça, je dirais que c'est un fonctionnement normal, et dès lors qu'il y a un échange sur le business plan, et qu'il y a un alignement, en fait, des visions stratégiques de qu'est-ce qu'on veut faire avec l'entreprise, entre les gens qui dirigent la société et les gens qui vont la financer. C'est pour ça que les fonds thématiques sont si importants pour moi, c'est parce que quand on a un fonds thématique, on se pose la question de pourquoi j'investis. Donc si le pourquoi, il répond en fait au comment de la personne qui gère la société a envie de faire, c'est là qu'on a envie de travailler ensemble. Je rajouterais, hier, il y avait un débat intéressant qui s'appelait, et polémique d'ailleurs, ça a un peu chauffé, innover ou décroître. Et ça a un peu chauffé, mais les 4 personnes étaient d'accord sur beaucoup de choses. Et je pense qu'il y avait aussi le sens des mots. Et quelqu'un a dit, mais est-ce que décroître, et dans l'exemple que vous décrivez, c'est oui, on arrête de croître sur quelque chose, c'est pas aussi innover. Voilà. Et voilà, je trouvais que c'était assez intéressant. On va prendre une autre question. Oui, tout au fond. Bonjour.
propre structure en termes de culture. On voit bien qu'il y a un accompagnement sociétal, de modèle économique à faire. Comment vos propres structures, qui parfois incarnent un peu le business as usual, j'ai envie de le dire de façon un peu caricaturale, ont fait évoluer leur gouvernance, leur recrutement, leur culture d'entreprise. Parler aux sociétés qui sont peut-être grandes sociétés, Sabine, qui existent depuis longtemps et qui ont évolué, qui ont intégré des nouvelles... Prendre la Massif en premier, ça ne me paraît pas être le meilleur exemple, si je peux me permettre. Je vous en prie, à qui vous voulez poser la question? Qui se reconnaît peut-être moins dans le business as usual. Moi, je peux répondre en fait sur la modification, parce qu'effectivement, il y a eu énormément de modifications ces 18 derniers mois, de par en fait le traitement, entre guillemets, thématique des fonds et le fait que, d'un point de vue régulatoire, effectivement, on fasse des fonds à impact, donc c'est des fonds qui sont article 9, donc c'est un peu technique, mais en fait, effectivement, il faut mettre en place un comité impact pour gérer ces choses-là. Ça nécessite effectivement d'aligner en fait la façon d'investir. La réalité, c'est que si on pense faire de l'impact et investir comme hier, ça veut dire qu'on ne fait pas de l'impact parce qu'on n'a pas changé sa façon d'investir. Donc par construction, en fait, on doit avoir une modification de la façon d'investir qui va aller jusqu'à l'investisseur lui-même. Et ça passe majoritairement par l'alignement d'intérêts. Donc nous, ce qu'on a fait, en fait, c'est que d'une part, donc pour refaire simple, Tikeo, c'est une société de gestion qui est cotée, donc on a notre propre bilan, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les sociétés de gestion, et on a les 3 milliards de bilan. On est le plus gros investisseur de tous nos fonds, donc quand on lance un fonds, en fait, par conviction, on investit notre bilan dedans, et on est codétenu entre partenaires, salariés et fondateurs. Donc en fait, on détient 57% du capital. Donc en fait, on est un peu comme une SCOP, quoi. Donc on décide ce qu'on fait de notre capital. Donc effectivement, le premier lieu, c'est qu'est-ce qu'on fait avec. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça, on l'a annoncé, on a voulu faire quelque chose sur des actions climatiques, à un horizon qui est assez court terme, donc 2025, parce que si on est à 2030 ou 2040, en fait, ça met personne en mouvement. Donc effectivement, il faut avoir du temps long, mais le temps long, en fait, c'est dans la structuration des fonds. Les fonds que je gère, moi, typiquement, c'est un fonds qui fait 12 ans pour la décarbonation, c'est un fonds qui fait 14 ans pour de l'infrastructure, et le fonds d'agriculture, il fait 17 ans. Donc en fait, le fonds d'agriculture, quand il va s'arrêter, moi, je partirai à la retraite. Donc en fait, ça me projette, moi, dans mon investissement, en fait, en alignement d'intérêt avec ces gens-là. Par contre, pour la société de gestion elle-même, on a mis des objectifs qui sont court terme, et derrière, on l'a financé, en fait, de la même manière. Donc on a fait un financement de 500 millions d'euros, en fait, en Europe, et 200 millions de dollars aux États-Unis, qui était un financement, en fait, par entre guillemets, dette obligataire, mais c'est de la dette obligataire climat, c'est la première fois qu'on le faisait. On ne peut tirer, en fait, en réalité, cette dette que pour l'investir, en fait, dans des fonds climat que nous lancerions. Donc, en fait, ça restreint, finalement, le périmètre d'innovation, entre guillemets, de toutes les personnes dans la société, en leur disant, voilà, posez-vous la question du climat. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a 8 fonds en parallèle qui ont été lancés, d'où l'importance de la gouvernance, parce qu'il faut maintenant rerouter, en fait, tous les investissements aux mêmes personnes pour s'assurer qu'il y a une cohérence dans ce qu'on fait. Et ça nous permet de lever, en fait, des sous associés à ça. Une fois qu'on a fait ça, en fait, on a effectivement notre rémunération, à nous, directe, qui est directement liée avec l'impact. Donc, en réalité, la rémunération de chaque personne et la rémunération de performance aussi est associée à l'impact. Et quand on investit dans une entreprise, effectivement, de la même manière, en fait, les gens qui la gèrent, en fait, sont incentivés aussi à la réalisation de ces mêmes objectifs. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi à aligner tous les intérêts. Ça a pris 18 mois à le faire, mais effectivement, c'est des modifications qui sont assez grandes. Je rebondis sur la question et de façon peut-être plus large, c'est est-ce que vos organisations ont dû changer pour attirer justement les talents qui peut-être ne se dirigent pas aussi naturellement. Il y a moins d'étudiants et de jeunes dans la salle qu'hier, mais voilà. Qu'est-ce que vous faites pour donner envie aux gens de dire ben voilà, vous allez travailler dans la finance, qui n'a pas forcément bonne presse chez tous, et que nous on est une boîte finance à impact. Est-ce que ça suffit de dire ça ou comment ça se matérialise justement? Je vous l'ai dit tout à l'heure, Sycomore a choisi, on a, il y a quelques années, formalisé notre mission. On l'a fait avec un double objectif. Un, en tant que dirigeant d'entreprise, avoir une feuille de route, une mission, ça vous projette dans un temps long et c'est hyper efficace dans la prise de décision au quotidien. Donc en tant que dirigeant,
travailler sur sa mission, on voit les bénéfices très clairement. Il y a eu un bénéfice aussi très clair pour les collaborateurs parce que finalement, ils ont bien compris non seulement les valeurs de l'entreprise, mais également sa mission. Et donc, ils sont capables aujourd'hui de travailler en plus grande autonomie. Donc, en termes de gestion de notre capital humain, c'est formaliser sa mission, c'est adopter aussi une organisation qui est beaucoup plus lean. Et puis, le troisième effet totalement bénéfique, c'est on est devenu entreprise à mission labellisée B Corp, c'est sur la capacité, la marque employeur. Finalement, on est le fait d'être alors un label B Corp, on peut revenir sur le débat. On va plus avoir de temps parce que je crois que c'est anglo-saxon. Okay. Mais ça permet d'opposer sa mission à l'ensemble de ses parties prenantes, de l'évaluer, de l'objectiver. Et vis-à-vis des collaborateurs et des jeunes, c'est aussi d'être complètement aligné entre son métier d'investisseur et puis la façon dont on gère notre entreprise et la façon dont on embarque les collaborateurs qui vont porter eux-mêmes cette mission. Donc je vois un effet, on a vu nous un effet très très positif sur la marque employeur de Sycomore. Bien, merci beaucoup. Je crois en effet que j'ai entendu un petit bip bip bip. Donc je crois que voilà, c'est la fin de ce débat, cette table ronde. Merci beaucoup à tous pour vos témoignages. Merci. Sans Ronald Cohen.